Bonjour Booktube, j'espère que vous allez bien et que votre mois de janvier s'est bien passé. De mon côté, c'était super sympa. C'était assez intense, que ce soit pour le travail, pour la lecture, pour YouTube, bref, ça a été un très très bon mois et j'ai eu, mine de rien, de bonnes lectures. J'ai lu 7 livres et c'est plutôt une bonne moyenne, c'est plutôt un bon chiffre. Dans l'idéal, moi j'aimerais aller jusqu'à 10 romans par mois. Je me rends compte que 2 romans par semaine c'est l'idéal, c'est là où je me sens le mieux parce que accorder du temps à la lecture fait en sorte que je me sente plus épanouie, plus créative, plus heureuse tout simplement, moins anxieuse. On va commencer tout de suite par ma première lecture de janvier et ça a été malheureusement une petite déception, pourtant qui avait très bien commencé. J'ai lu Troublemaker de Laura Swan et c'est une histoire que j'ai beaucoup appréciée. Je l'ai donc écoutée en livre audio sur Spotify et c'était hyper agréable. La voix est sympa, elle est quand même assez jeunesse et l'intonation, en plus des dialogues qui sont très simples et très courts, euh, un peu trop naïf parfois, selon moi, selon mes goûts, a rendu le texte très émouvant, puisqu'on est avec une jeune fille au lycée qui rencontre de gros problèmes de harcèlement, de violence à la maison. Elle subit aussi un cambriolage et elle tombe face à face avec l'un des cambrioleurs qui s'avère être son nouveau prof de maths et donc elle va devoir dealer avec tous ces problèmes là et bien s'ajouter cette romance interdite entre le professeur et la lycéenne et c'est là où ça a le plus pêché pour moi, mais j'aurais dû le voir venir rien que dans l'énoncé. J'aurais dû comprendre que ça n'allait pas me plaire. Je n'aime pas vraiment les grosses différences d'âge entre les personnages quand il est question de romance. Surtout quand l'héroïne est au lycée, surtout quand elle est vulnérable, surtout quand elle a elle a vécu des choses horribles. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans mon avis sur Instagram, c'est que notre héroïne, elle est immature. Ce n'est pas une critique, c'est normal. Vu son âge plus ce qu'elle a traversé, c'est quelqu'un qui a besoin de réconfort, qui a besoin d'être rassuré et personne n'a cette figure dans sa vie, personne ne la protège et personne ne la rassure. Un élément qui m'a grandement embêtée et peut-être que l'autrice va travailler là-dessus sur le tome qui est sorti après, donc le tome 2, que je ne lirai pas parce que je n'ai pas forcément aimé le 1. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si ces points-là que je mentionne sont améliorés, ça peut intéresser les futurs lecteurs. Mais de mon point de vue, on ne doit pas forcément attendre le tome 2 pour avoir ces réponses ou ces mains tendues pour notre héroïne. Deux choses m'ont embêtée, le fait que l'héroïne est traitée d'idiote du début à la fin parce qu'elle réussit pas à l'école. On est tous, je pense, d'accord et on est assez mature aujourd'hui pour comprendre que quelqu'un n'est pas bête parce qu'il ne réussit pas à l'école. Et là, je trouvais que le message n'était pas corrigé. Je pense que l'autrice pense également de cette manière-là, mais je trouve que ça a manqué d'impact dans le texte de rappeler qu'une personne n'est pas forcément idiote ou incapable parce qu'elle ne réussit pas à l'école. Mais là où ça m'a posé problème, c'est que l'héroïne, elle a un talent pour l'art, un talent certain et un véritable intérêt. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose qui lui fait du bien comme l'art lui fait. Et c'est à mon sens pas assez creusé. Encore une fois, peut-être que ce sera creusé dans la suite. Personne ne la félicite pour son art. Et le pire, c'est cette romance. Et a même un impact, participe à son harcèlement. À quel moment cette figure d'autorité euh, qui lui cause énormément de problèmes parce qu'il a aussi cambriolé cette jeune fille, euh, à quel moment cet homme-là, on peut envisager une romance entre les deux et aimer la romance. À mes yeux, je n'arriverai jamais à apprécier une romance entre ces deux personnages vis-à-vis de ça. Alors que je suis une grande adepte des enemies to lovers et même j'ai même apprécié certaines dark romances. Donc c'est pas cette question-là. Il n'a jamais rien apporté de positif à notre héroïne. Il lui dit même ouvertement qu'elle est bête et j'ai trouvé ça très choquant et je ne sais pas. En tout cas pour moi le sujet est bien traité dans le sens d'harcèlement, de violence à la maison. Tous ces sujets sont très bien traités, la plume est agréable à lire, il n'y a rien à dire sur son style et sur le roman en lui-même. J'aurais même adoré qu'il n'y ait pas de romance ou qu'il y en ait une mais avec un camarade parce que c'est la romance qui a fait complètement baisser la note et m'a fait
ne pas vouloir lire la suite tout simplement. J'espère ne blesser personne avec mon avis. Si vous avez adoré ce livre, il n'y a pas de problème, on peut en discuter en commentaire. Je lui ai donc donné la note de 2 étoiles sur 5. Néanmoins, c'est une autrice que je suis curieuse de relire un jour peut-être en fonction de ce qu'elle aura pu écrire en romance et donc du résumé. Et si le speech me plaît, je retenterai l'expérience puisque j'ai quand même apprécié sa plume dans ce roman. J'ai enchaîné avec une courte romance, pour le coup elle est hyper facile et rapide à lire et c'est d'ailleurs un des défauts que je lui ai donné. Il s'agit donc de The Bride de Daphne Perry. C'est le premier tome d'une saga de Calamity Montana et les couvertures sont juste sublimes. Je vous l'avoue, j'ai été assez superficielle sur ce point là, je suis allée vers cette saga et j'ai pris le tome 1 et 2 vraiment parce que la couverture m'a appelée, la couverture rose et verte pour le tome 2, j'étais en mode ok, sympa, puis j'ai vu que ça se passait dans une petite ville, que ça faisait très ranch, cowboy vibes, j'ai dit ok, toi tu rentres avec moi. Et j'ai bien fait parce que c'était quand même hyper sympa, c'était dépaysant, c'était fun, c'était léger, mais malheureusement j'ai trouvé quand même que la romance était beaucoup trop rapide. Vraiment on a les petits surnoms très rapidement, les émotions qui arrivent un peu de nulle part très très vite, même si je crois au coup de foudre à la trope âme sœur, donc honnêtement ça ne m'a pas tant dérangé que ça. J'y crois et je pense même que je suis un peu comme ça, donc c'était pas non plus improbable, mais j'aurais aimé un peu plus de développement. En plus de la romance, il y a un petit mystère d'arrière-plan, voilà, une petite histoire enquête que je vous laisserai découvrir. Et je découvre la plume de l'autrice dans ce premier tome que j'apprécie plutôt pas mal. C'était doux, c'était mignon, c'était voilà, un petit bonbon à dévorer. Et le seul reproche que j'ai à lui faire, comme j'ai dit, c'est que c'était trop court, la romance un peu trop express. J'aurais aimé qu'ils apprennent un peu plus à se connaître, à se découvrir, à faire monter la pression un petit peu plus. Pourtant je suis pas une adepte du slow burn dans la romance, mais là j'ai trouvé que c'était un peu extrême. Je lui ai donc mis la note de 3 sur 5. Et j'ai enchaîné avec une romance de la nouvelle traduction de Anna Wang chez Hugo New Romance. C'est un service presse que j'ai reçu de leur part. Et c'est le premier tome d'une saga qui s'appelle Kings of Sin et le premier tome est sur le péché, la colère. On aura donc sûrement 6 autres livres sur les 7 péchés capitaux et donc dans ce tome là avec la colère nous avons Dante Rousseau et Viviane Lowe qui se voient obligés de se marier. C'est donc un mariage arrangé que le père de Viviane a arrangé entre sa fille et ce Dante Rousseau. Pourquoi? Tout simplement pour profiter de la réputation de Dante. On est donc sur un enemies to lover et si tout le monde semble avoir succombé à Dante Rousseau, et je comprends pourquoi, quand même, c'est pas n'importe qui. Moi j'ai été mais obnubilée par Viviane. C'est une femme que j'ai trouvée entière, pleine de nuances. On a affaire à quelqu'un qui est quand même très forte, qui cherche son indépendance alors qu'on lui a un peu dicté sa conduite toute sa vie. Elle est d'une culture où les parents ont une très grande place et surtout il faut respecter les aînés, écouter ce qu'ils disent et faire ce qu'il demande tout simplement. Elle doit réussir à sortir son épingle du jeu et la romance entre eux vaut le détour. Moi j'ai beaucoup aimé, c'était pas si rapide que ça, donc on n'est pas non plus sur un slow burn, mais je me rappelle que dans ces autres tomes ça allait beaucoup plus vite et il y avait plus de scènes spicy. Ici il y en a quelques-unes mais beaucoup moins, c'est mieux dosé je trouve. Par contre si vous n'aimez pas les scènes un peu osées vraiment Anna Wang c'est pas forcément l'autrice que je vous recommande, mais si vous appréciez vous allez adorer cette nouvelle saga. J'ai hâte moi de découvrir la suite. On a un personnage secondaire dans ce tome qui donc devient le personnage principal du prochain tome. Il s'agit de Kay et on a déjà un peu aperçu ce monsieur dans ce tome et il m'intrigue beaucoup. J'ai vu passer la couverture et donc le péché qui est l'orgueil il me semble. J'ai hâte, j'ai trop hâte, ça va être intéressant. Et je lui ai mis un 4 sur 5. Durant la même semaine, j'ai lu un thriller sur ma liseuse, donc j'ai lu La Psy de Freda McFadden, donc l'autrice de La femme de ménage. Je sais qu'on la voit partout en ce moment, un de ses romans va bientôt être traduit encore une fois chez City Edition et je vais sauter dessus dès qu'il sera traduit parce que c'est le deuxième livre que je lis d'elle et le deuxième où je suis complètement vaincue, charmée, addicte.
Il n'y a pas d'autre mot. Je l'ai dévoré en 2 jours et je l'ai terminé à 1 h du matin, assise sur mon lit, à me redresser tous les 5 minutes en me disant mais non, c'est pas possible. Ce livre est assez surprenant, des fois un poil tiré par les cheveux vers la fin. J'ai trouvé que c'était une surenchère un peu de too much et c'est dommage parce que on y croit du début à la fin et on a des personnages hauts en couleur, très intrigants, pleins de mystères et tout le long du roman on n'arrive pas à véritablement les cerner. On a des doutes mais de toute façon l'autrice elle est forte pour ça, nous faire croire qu'on est assez intelligent pour deviner qui est le ou la coupable et au final, je pense que même le personnage lui-même ne savait pas que c'était lui le coupable. Dans ce livre, on a 2 temporalités. On suit la psy dans le passé, dans ce grand manoir, cette grande maison dans la forêt, où elle écrit un livre sur la psychologie et où elle reçoit ses patients dans son bureau. On a également un couple qui vient visiter cette maison dans le présent pour l'acheter et y vivre, sauf qu'ils vont être bloqués à cause d'une tempête de neige et ils vont être obligés de vivre dans la maison pendant 1 jour ou 2, le temps de pouvoir appeler à l'aide et s'en aller. Si la maison est en vente, c'est parce que la psy a disparu. Voilà, on ne sait pas si elle est morte, on ne sait pas qui est le coupable, on soupçonne son ancien petit ami, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Dans tous les cas, la maison est en vente. Sauf que la femme du couple va un peu déambuler et trouver le bureau de la psy où elle cachait les enregistrements de ses patients. Elle va les écouter et déceler quelques mystères. Il va donc être question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la psy a disparu, où est-elle, que fait-elle, est-ce qu'elle est morte, qui s'en est occupé. J'ai adoré ce jeu des temporalités, les chapitres se dévorent, ils sont hyper faciles à lire, la plume elle est impactante, il n'y a rien à dire, j'ai adoré. Je lui ai donc mis la note de 4,5 sur 5, un demi-point d'enlevé pour cette fin que j'ai trouvé très bien, mais là, il y a eu la fin, il y a eu la fin et je trouvais que c'était parfois un peu encore tiré sur le too much, le surprenant. Je fais aussi un point pour dire que ce livre est disponible sur Spotify. Je l'ai lu sur ma liseuse, mais au sport j'ai voulu écouter un chapitre ou 2, donc je l'ai écouté sur Spotify. Il est hyper agréable. Il ne dure que 9 heures en plus, donc rapide à écouter. Et la spécificité donc du livre audio, c'est que lorsque donc notre héroïne dans le présent écoute les cassettes d'enregistrement de la psy et de ses patients, on a vraiment ce petit jeu avec la bobine qui tourne et donc on est plongé dans l'ambiance, c'était vraiment sympa. Limite je regrette de l'avoir lu sur ma liseuse et pas de l'avoir découvert en audio. Vous l'avez vu dans une précédente vidéo vlog où je suis allée à la soirée de lancement du livre Insomnia et je l'ai lu. Je voulais tellement aimer ce livre mais malheureusement je suis passée un petit peu à côté et c'est vraiment dommage. Je pense que ce livre va plaire à beaucoup de monde. D'ailleurs j'ai vu les avis des copains-copines et autres partenaires et les avis sont surtout positifs. Il y en a très peu de négatifs. D'ailleurs sur la page Goodreads de ce livre il n'y a que mon avis et l'avis d'une autre copine Booksta de négatif. Donc ne m'écoutez pas forcément. De toute façon dans tous les cas il faut que vous fassiez votre propre avis. Je vais vous dire pourquoi ça ne l'a pas fait pour moi. Mais une chose positive que j'ai retenue de ce livre, c'est vraiment l'ambiance. On est plongé dans le campus d'Oxford avec les sororités et fraternités, ces sociétés secrètes, et une héroïne pleine de mystères. Le passé est très flou. Et dès sa première nuit, elle va voir quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Et donc va se jouer un jeu, un jeu du chat et la souris, je sais pas, de pistes entre un étudiant et Skylar. Le point fort c'est donc l'originalité du scénario, de l'ambiance qui est très bien retranscrite. Donc on a un peu cette vibe Dark Academia qui est vraiment sympathique. On a des sujets, attention au trigger warning quand même, mais les sujets aussi et les thématiques sont plutôt intéressantes. Mais le point où ça m'a sorti du roman, c'est que je n'ai pas du tout accroché aux 2 personnages principaux. J'ai trouvé qu'ils étaient too much, qu'ils étaient trop dramatiques et donc j'avais du mal à les regarder, les lire de manière sérieuse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai trouvé qu'ils étaient trop dans la surenchère de mélodrame, même dans leur manière de parler. Je me suis dit plusieurs fois, mais qui parle comme ça dans la vraie vie? Genre je pense que si une fille ou un gars me parlait de cette manière, je me dirais, il est chelou lui. Ouais, si tu veux, vas-y.
Donc voilà, c'est vraiment à titre personnel, encore une fois, c'est juste mon avis, faites-vous le vôtre, mais j'ai trouvé du coup que certaines phrases étaient un peu étranges, sonnaient bizarrement à l'oreille. Certains passages sont très très beaux, joliment écrits, avec un peu de poésie, et juste, mais parfois, la poésie était trop poussée. On sent que l'autrice a voulu travailler sa plume, c'est une très bonne chose, mais parfois, la simplicité a du bon et il y a des mots que j'aurais gardés simples, basiques. Par exemple, si tu veux dire que ton personnage a les yeux bleus, des fois, vaut mieux dire qu'il a les yeux bleus au lieu de dire j'ai eu la chance d'hériter du regard océanique de ma mère. Je pense pas que ce soit quelque chose qui se dise véritablement, ou en tout cas c'est peut-être correct, mais à l'oreille je trouve que ça m'a un peu surpris et sorti du texte. C'est arrivé plusieurs fois et il y a des phrases aussi que je sens que elle voulait faire passer un message sans être trop direct, au lieu de rappeler que le personnage s'appelle Skyler et qu'il y a une importance dans le fait qu'il y ait le mot Sky dans son prénom. Je pense qu'on l'avait assez compris plusieurs fois parce qu'elle a beaucoup insisté sur le prénom de l'héroïne, mais quelqu'un l'appelle par son prénom et elle insiste encore en disant susurra-t-elle en insistant sur le côté céleste de mon prénom. Je trouve que ça n'a pas trop de sens. J'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire, insister sur le côté céleste d'un prénom. Mais voilà, il y a beaucoup de métaphores autour du ciel et c'est joliment écrit, mais parfois j'avais ces genres de petites phrases qui me sortaient du récit. Au-delà de ça, du style qui n'est pas forcément ce que je préfère dans la romance, j'ai eu du mal à m'attacher aux héros et donc à leur romance à laquelle j'ai pas réellement cru. Je suis un peu déçue parce que je voulais vraiment aimer ce roman. Je garde quand même un bon souvenir de cette expérience de lecture, mais je ne lirai pas la suite qui est donc sur des personnages secondaires, même si eux m'ont plus intriguée que nos héros. Peut-être que je fais une erreur et que je devrais quand même laisser sa chance au prochain couple, mais je ne préfère pas. Je suis repartie vers des contrées lointaines et dans un ranch m'enfermer pour un week-end et j'ai lu Gagner à tout prix de Elsie Silver, le dernier Elsie Silver sorti et traduit du coup chez nous. Il m'a été envoyé par la maison d'édition Roncière, donc merci à eux. Et regardez-moi ce jaspage magnifique. Je trouve que Roncière fait des jaspages parfaits. Ils sont pleins de petits détails, ça bave pas, c'est pas grossier, c'est très très doux, c'est très joli. Et je sais pas parce que j'aime le livre dans tous les côtés et j'hésite à soit le mettre comme ça, surtout que à côté de ses prochains tomes, ça rendra très bien et de l'autre côté j'ai envie d'aussi mettre le jaspage en avant. En tout cas, dans cette romance, on va être avec Vaughn, je sais pas comment ça se prononce, Vaughn et Billy. Billy qui est donc une entraîneuse, dresseuse, désolée, je me connais très peu dans le milieu équestre, mais voilà, elle est embauchée par notre jeune homme pour s'occuper d'un cheval afin qu'il participe et gagne des courses équestres. Et je n'ai pas une grande familiarité avec le monde des chevaux et les chevaux en règle générale parce que je les trouve hyper imposants et très impressionnants, donc j'ai jamais osé trop m'en approcher ni m'y intéresser, mais c'était hyper intéressant et très touchant. La manière dont Billy a cet amour inconditionnel pour les animaux et surtout bah là les chevaux, la manière dont elle s'en occupe, elle en parle, elle les aime comme des humains, voire à la limite plus que certains humains. J'ai trouvé ça terriblement touchant et inspirant. Donc comme quoi, même un livre peut vous donner envie d'en savoir plus sur des sujets que je n'y connaissais pas du tout et j'ai adoré en fait ce côté ranch, équitation, course. C'était une ambiance vraiment particulière et j'ai adoré. Ça c'était pour l'histoire de fond. La romance, je l'ai adorée également. On est face donc à un peu le Grumpy Sunshine. Ils s'apprécient pas tant au début mais très vite ils vont s'apprivoiser et Billy ne va pas dresser que Didi le cheval. Notre héros a beau être un peu bourru, un peu grumpy, au final c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner et je l'ai trouvé très touchant. Les scènes entre eux sont toujours remplies de tension et j'avais rarement lu des scènes aussi sexy. Pourtant vous avez vu, j'ai lu du Hannah Wang ce mois-ci, mais là-dedans, ça rigole pas. Voilà, c'était chou, c'était sexy, c'était dépaysant, la lecture parfaite pour un week-end. Si vous en avez marre comme moi de la grisaille parisienne, je vous invite à découvrir Gagner à tout prix. C'est le premier tome des Ranchs de Ruby Creek et j'ai déjà hâte de lire la suite parce que j'ai aperçu les personnages secondaires et je sais du coup sur qui ça va être et Violette m'intrigue énormément. Je lui ai mis un 4 sur 5.
Ma dernière lecture de janvier, c'est le premier tome de Briar Université, The Chase, écrit par Elle Kennedy, et c'est une saga spin-off à la saga principale Off Campus, que vous connaissez tous je pense, c'est genre une saga précurseur dans le new romance, dans le sport romance, vu qu'on suit une équipe de hockey et ses joueurs. Je vous en parle pas véritablement dans cette vidéo puisque je suis en train de le lire. Je tourne cette vidéo le 31 janvier, je le termine vraiment là juste après avoir fait cette vidéo. Je fonce dévorer la fin. Donc je vous en parle pas puisque je le réserve pour une vidéo particulière, sur une thématique particulière. Vous la verrez très prochainement sur la chaîne, mais vous vous doutez peut-être avec le nombre de post-it, je sais pas si vous le verrez, et à mon visage que j'apprécie vraiment ma lecture et que l'univers de Elle Kennedy m'avait manqué et je m'en rendais même pas compte. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a un livre qui vous intéresse ou que vous avez lu, dites-moi tout ça en commentaire. Combien de livres vous avez lu ce mois-ci? Quel est votre livre préféré? Je pense que le mien risque de pencher entre La Psy et The Chase. À voir mon ressenti final sur ce livre, mais honnêtement, La Psy est celui qui m'a le plus marqué et c'est aussi ma note la plus haute pour l'instant. On retient ces deux titres. Donnez-moi vous votre top 1 de ce mois-ci et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bonne lecture, ciao!